Bonjour et bienvenue dans ce cours sur gérer les transitions, s'adapter au changement. Ce cours, il me paraît extrêmement important parce que dans notre vie professionnelle, des changements, des transitions, on en vit énormément. Et même dans nos vies personnelles, au fond. Et le processus de changement et les différentes phases de changement que je vais vous présenter ici, elles s'appliquent certes à toutes les transitions et les changements professionnels, mais elles s'appliquent en fait à l'ensemble des transitions et des changements qu'on peut vivre dans notre vie. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout au niveau professionnel, il y a beaucoup de bouleversements technologiques. Euh, je dis aujourd'hui, mais je crois que si on demande à chaque époque, tout le monde a eu à en vivre. Et donc, comprendre comment fonctionne un changement, par quelle phase en fait on va passer, peut nous aider, je trouve, à mieux vivre ces changements, à mieux comprendre ce qui se passe chez nous, parfois à faire preuve de patience, puis à voir qu'on est dans un processus dans les moments où c'est difficile et où on peut se sentir découragé. Donc quelques repères sur le changement. Je vous le dis, il y a 4 grandes phases en fait par lesquelles on va passer et je vais y revenir, mais ces phases, c'est déni, résistance, exploration, engagement. Et au fond, tous les changements qu'on va traverser, ils vont passer par ces 4 phases. Parfois, ces 4 phases, on va les faire très rapidement. Parfois, on va les faire très lentement. Ça veut dire qu'on peut faire ça en 1 heure, comme on peut faire ça en 3 ans. Je donne des dates, enfin des durées, là, tu sais, les prenez pas pour argent comptant. Ça peut être 2, ça peut être 6, etc., etc. Tout va dépendre des gens, tout va dépendre des changements, tout va dépendre de tout un ensemble de dynamiques et de contextes, quoi. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a un processus qui va se jouer et qui va agir à chaque fois qu'on va vivre un changement. Donc moi, ce que je vous propose, effectivement, c'est ici, à travers la présentation de ça, c'est de partir, vous, d'une situation de changement que vous êtes en train de vivre ou de transition que vous êtes en train de vivre, et puis de faire les exercices au fur et à mesure. Donc, je vous invite vraiment à télécharger votre PDF de cours, puis à faire l'exercice par rapport à ce que vous pouvez être en train de vivre et de traverser présentement. La première phase, c'est la phase de déni. Le déni, c'est quoi? On évite, on ignore, on ne perçoit pas. Le déni, c'est une forme de négation de la réalité. Ça veut dire qu'en gros, quand on est en phase de déni, on ne voit pas vraiment les choses telles qu'elles sont réellement. Au fond, c'est vouloir un peu rester dans sa propre réalité, celle qu'on connaissait, celle qui nous paraissait confortable, celle qu'on n'a pas nécessairement envie de quitter. Donc dans un premier temps, je vous invite à poser votre propre définition du déni. Au fond, le déni, pour vous, c'est quoi? Comment ça se manifeste chez vous? Quelle couleur ça prend? Quelle saveur ça prend? Le déni, c'est comment chez vous? Comment reconnaître le déni? Les personnes en déni, en général, elles évitent le sujet. Elles apparaissent pas concernées par la problématique. Elles refusent de prendre toute initiative. Elles agissent comme s'il ne se passait rien du tout. Dans le travail, elles vont continuer à faire les choses comme c'est une petite routine. Imaginons qu'on parle du rachat d'une entreprise, puis il y a plein de gens qui vont commencer à en parler, puis il y a des gens, vous verrez, ils ne vont jamais en parler. Ils disent non mais écoute, moi je fais mon travail, pour le moment on m'a rien dit, on m'a rien demandé. Pourtant le changement il va arriver, hein. Mais là la personne est en plein déni. Non, non, tout va rester exactement comme pareil. Croyez-moi, des rachats d'entreprise, j'en ai vu de l'intérieur, de l'extérieur, il y a toujours des changements à la fin. Donc vous, quand vous êtes dans le déni, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se manifeste chez vous? Moi, je vous avirai à titre personnel, les phases de déni sont jamais très longues chez moi. Moi, j'aime ça, les changements, les transitions, donc je suis pas... ça peut arriver, hein, parce qu'il y a des choses... j'aime pas ça, quoi, hein. Mais c'est jamais très long, quoi. Donc comment je vais faire? Je pense que je vais un peu éviter le sujet, je vais banaliser un peu, je vais dire après tout c'est pas si grave, tout va bien se passer. On verra bien. Ça peut être un peu ça, ma manière à moi. Trouver ce qui fait sens. À quoi ça aboutit le déni? Ça vous donne en général un sentiment immédiat de quiétude et de bien-être. Forcément, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Évidemment, à terme, le risque, c'est de s'empêcher de s'avancer
Et c'est de se mettre vraiment en difficulté. Moi, j'ai vu des gens être dans des difficultés parce qu'ils étaient dans le déni, quoi. Ils ne voulaient pas admettre que ça changeait, que c'était différent. Ils voulaient continuer à faire indéfiniment. Je me rappelle un cas comme ça d'une personne qui avait été licenciée de son entreprise suite à un plan social. Elle avait été accompagnée par un organisme dans le plan social pendant 1 an. Elle n'a pas trouvé de travail. Elle a été à Pôle emploi pendant 2 ans. Elle n'a pas trouvé de travail. Elle a fini par être au RSA, par être continuée accompagnée par des mesures pour des chômeurs de longue durée. Et en fait, la personne qui me raconte ça me dit, cette personne, ça fait donc 3 ans qu'elle est accompagnée à chercher un travail. Et pourquoi elle ne trouve pas? Parce qu'elle dit, je veux un travail à 5 minutes à pied de chez moi, comme j'avais avant. Oui, mais monsieur, à 5 minutes à pied de chez vous, il n'y a plus aucune entreprise. C'est donc pas possible de trouver un travail. Oui, mais moi, je veux un travail à 5 minutes à pied de chez moi, comme j'avais avant. Vous voyez, c'est ça le déni. Et je suis sûre que vous me montez, mais c'est absurde, enfin, si le gars il sait qu'il n'y a aucune entreprise autour de chez lui, pourquoi il continue? Ben, il est toujours dans le déni. Au bout de 3 ans. Oui, c'est triste. Hein. Et oui, ça amène quelqu'un dans une vraie difficulté. On ne peut pas dire que c'est pas souffrant, hein. Il y a plein d'autres enjeux en arrière-plan. Donc, quelles sont les conséquences présentes et à venir dans votre vie à vous si vous n'acceptez pas la situation dans laquelle vous êtes, si vous continuez à être dans le déni? Alors, vous me direz, si je suis dans le déni, comment je me rends compte? Ben, en observant un peu les signes, de vous dire, tiens, qu'est-ce qui se passe présentement? Et est-ce que finalement, je suis un peu en résistance, puis je me dis que ça ne va pas vraiment changer? C'est comme ça hein, qu'on prend conscience des choses. Hein. C'est parce que tout d'un coup, on voit, c'est parfois parce que les autres nous disent, est-ce qu'il y a des gens qui vous font des remarques en vous disant, quand même, tu vois bien en fait qu'il se passe des choses. Soyez attentifs aux signes. La deuxième phase, c'est la phase de résistance. On l'aime bien, la phase de résistance. Colère, anxiété, dépression, peur, doute, frustration. On me dit, ah bon, on n'aime pas tant ça. Hein. Mais au fond, quand on résiste, on se sent vivant un peu. Alors oui, on sombre un peu, mais la colère nous dynamise, on dit que c'est pas juste, ça aurait jamais dû nous arriver, oh là là, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Alors c'est complètement stérile, mais il y a une espèce d'émulation aussi à l'intérieur de ça. Alors c'est comment, chez vous, la résistance? Comment vous la définiriez, pour vous? Moi, vous avez compris, hein. Moi, quand je résiste, ça tempête. Hein. Bah, c'est pas normal, bah, 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 bah. C'est clair. Ça me fait rire, hein, parce que ça me fait rire parce que c'est stérile, quoi. Et au fond, il y a 2 formes de résistance. Il y a la résistance passive, ça veut dire on continue à faire comme avant, comme si le changement n'avait pas changé. Et il y a celle active, on tente de discuter, d'expliquer pourquoi le changement n'est pas une bonne affaire, pourquoi c'est pas normal que tout ça arrive. Moi, vous avez compris, je suis plutôt dans la résistance active. Alors vous, ça fonctionne comment chez vous, quand vous êtes en résistance? Quelle forme ça prend? Comment ça se met en place? Comment ça se manifeste? Qu'est-ce que vous pouvez observer? À quoi ça aboutit la résistance? Insatisfaction en bout de ligne. Colère, hein, comme je vous l'ai dit. Perte de confiance en général, en soi. Parfois même, ça peut aller, si on continue à s'abîmer là-dedans, jusqu'à des états dépressifs. Hein. Parce que les gens ne voient plus d'issue, parce qu'ils ont l'impression qu'ils subissent tout, etc. Donc c'est vraiment, pour autant, une phase qui permet d'intégrer le changement. C'est parce qu'à un moment, on est en colère. Parce que la colère, ça dit quoi? Ça veut dire que je suis conscient qu'il y a un changement qui est en train de se placer et que j'aimerais tant que ce soit autre chose. Mais quand j'aime que ce soit autre chose, je suis quand même déjà bien conscient que la réalité, c'est que c'est en train de changer. C'est juste une évidence. Et il y a des changements, on ne peut pas lutter contre. On ne peut que prendre le train, puis voir où il nous mène. Quoi. Nous adapter, évoluer. C'est là d'ailleurs où on va aboutir. Mais au fond, cette phase de résistance, c'est vraiment le début de l'acceptation. C'est le moment où on commence à admettre que ben oui, ça existe. Alors oui, ça nous fait tempêter, ça nous met en colère, ça nous amène parfois à résister de façon passive et à continuer nos petits bouts de chemin en disant bon allez, moi je ferai comme si de rien n'était. Mais on sait déjà que le changement arrive. Quoi. Et c'est tant mieux. Donc, je vous invite à noter
C'est quoi les conséquences présentes et à venir dans votre vie de cette résistance? Parce qu'il y a des gens qui continuent à résister indéfiniment, en imaginant le meilleur. Et je vous dis, résister à un moment face à certains changements, ça mène nulle part. Je parle de changements qui sont en cours, qui sont en place. Je ne parle pas de choses que vous pouvez faire changer, hein. Là, on n'est pas dans le changement, hein, sinon. On le voit par exemple dans des couples. Il y a des gens, ils viennent vous voir en vous disant on voudrait travailler pour trouver une solution, mais il y en a un d'eux qui vous dit non, mais moi c'est déjà décidé, hein, je vais la quitter, hein. C'est juste elle ne veut pas comprendre. Vous voyez, hein, il y en a un, il a déjà changé, il est déjà dans sa phase 3-4. Elle est toujours dans le déni ou dans la résistance. Elle ne croit pas que le changement est là. Elle pense qu'elle peut encore le changer. Et si y en a un qui a déjà pris la décision, le changement il ne changera pas, hein. Ça va se faire. C'est bien avant, hein, parce quand il y a encore des discussions, qu'il se passe autre chose, et là, on n'est pas à la même place, hein. Donc c'est quoi les conséquences si vous continuez à résister indéfiniment? Je vous l'ai dit, une des conséquences, c'est de tomber en dépression, c'est de perdre son pouvoir. Il y a des gens qui passent très longtemps dans ces phases-là. Phase numéro 3, l'exploration. Là, ça commence à être plus fun, parce qu'on commence, on l'a compris, on est sorti du déni, on a cessé de résister, et on se dit, ok, le changement il est là, qu'est-ce que je peux faire de constructif? Et c'est ça en fait finalement la phase d'exploration. C'est apprendre de nouvelles voies, c'est découvrir des opportunités, c'est trouver des solutions créatives. Tout d'un coup, on se dit, ok, je suis au fond de mon seau, de toute façon j'y suis, les choses sont différentes maintenant. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi qui s'ouvre à moi? Cette phase, elle est parfois très chaotique. Un jour, on est plein d'énergie, on a plein d'envie. Puis le lendemain, on se dit, oh là là, ok, j'ai été dans cette galère, pourquoi tout a changé, etc. Donc effectivement, c'est tout à fait normal parce que c'est une phase où on explore. Donc un jour, on a une idée, on la trouve géniale, on se projette dedans, puis après on se rend compte que finalement ça ne va pas, alors on en trouve une autre, etc. Donc forcément, c'est un petit peu les montagnes russes. Et vous, ces phases d'exploration, si vous regardez des projets, des moments, des situations, des changements que vous avez vécus, comment ça se passe chez vous? Moi, ça se passe comme ça. Un jour, je suis emballée par une idée, le lendemain, je me dis qu'il n'y a pas d'issue, le surlendemain, je me gêne. Parfois, ça fait ça 3 fois dans la journée. C'est la vie. Mais je trouve que comprendre ces phases, tu sais, ça nous aide quand parfois on se dit, wow, c'est pas un peu le chaos là en ce moment dans ma vie. On se dit, ok, mais c'est un peu normal là. Je suis en phase d'exploration, je cherche des solutions, il y a eu des gros changements dans ma vie, c'est normal que j'avance et j'expérimente. Comment on reconnaît la phase d'exploration? C'est des personnes qui expérimentent, qui cherchent de nouvelles pistes, qui commencent à créer une nouvelle vision, qui ont des envies du futur. Souvent des gens qui vont prendre des risques aussi, qui vont générer beaucoup d'idées, qui vont atteindre des objectifs intermédiaires, qui peuvent célébrer des étapes. Parfois, qui ont des difficultés à rester centrés. Effectivement, parce que ça butine sur une idée et puis sur une autre. Donc ça peut manquer un peu de centration, on peut avoir un peu l'impression que c'est des gens qui manquent de constance. Mais parce qu'ils explorent. Donc ça, c'est tous les critères. Chez vous, c'est comment la phase d'exploration? Comment ça se passe? C'est chaotique, c'est un peu... c'est beaucoup. Peu importe, observez comment ça peut se jouer chez vous. À quoi ça aboutit l'exploration? Souvent, les gens ils vont dire oh finalement, c'est pas si mal. Tiens, ça pourrait marcher. Ou... laisse-moi voir ce que je peux faire. J'ai des idées. Tout d'un coup, on commence à avoir des vraies pistes de solutions. À un moment, on commence à voir là où on va s'en aller. Alors, ça dit quoi de vous? C'est quoi vos idées? C'est quoi vos envies? C'est quoi vos perspectives? Vous comprenez bien qu'en fonction de là où vous êtes dans la phase de changement, si vous vivez un changement présentement, forcément, vous aurez peut-être du mal à remplir toutes ces phases. Mais essayez de voir sur d'anciens projets, sur d'anciennes situations, comment vous avez pu agir et réagir. Puis c'est ça qui va vous aider un peu, si vous vivez une situation présentement, à voir où est-ce que vous en êtes.
Et la phase 4, c'est l'engagement. C'est le temps du renouveau, c'est le temps du recentrage, c'est le temps de la réalisation des bénéfices du changement. Il y a un moment, dans cette phase, effectivement, on va avoir réellement passé à l'action. Les choses vont devenir concrètes. Il y aura plus d'aisance dans les nouvelles activités. Il va y avoir une nouvelle confiance qui s'est développée. C'est quoi votre définition à vous de l'engagement? Comment vous vous engagez? Moi, quand j'ai trouvé mon truc, je me mets à organiser, à planifier, à structurer, à en parler autour de moi, à mettre des choses en place, des actions très concrètes. Parce que j'aime voir les choses avancer et cheminer. Ça me motive. Comment on reconnaît l'engagement? C'est vraiment cette période où vous savez où vous voulez aller et comment vous voulez réaliser vos projets. On sait où on va et on sait comment on va le faire. C'est vraiment un processus aussi. C'est un moment où on va se sentir fier de soi. Il y a un nouvel élan. Ça peut être la prise de poste, ça peut être le moment où on passe les entretiens, ça peut être la réalisation de quelque chose où enfin on voit aboutir, quoi. Vous, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez engagé dans votre projet? C'est quoi les actions que vous avez pu mettre en place? C'est quoi les choses que vous devez mettre en place pour vous sentir engagé, pour commencer à voir des résultats concrets de ce changement dans votre vie? À quoi aboutit l'engagement? Les personnes engagées ont le sentiment d'avoir le contrôle. Elles sont à l'aise. Elles s'affirment et elles reconnaissent leurs efforts. Elles s'expriment sur ce qu'elles ont appris. Et elles commencent à se projeter sur le prochain changement. Puis vous savez, plus on a envie des changements, plus on apprend à les vivre en fait. Ça ne veut pas dire que c'est confortable, absolument pas. Ça veut juste dire que on apprend de chacun de nos changements. On comprend un peu mieux comment on fonctionne. Là, vous voyez, je vous aide à définir précisément toutes les étapes. Mais inconsciemment, on les perçoit. Mais plus on le matérialise, plus on est capable de repérer où on est, plus on voit qu'on est en chemin. Les gens qui sont dans l'engagement, tu sais, et parfois même, elles se disent « Pouf, il me semble que l'ancienne manière de faire les choses, c'était il y a comme bien longtemps, quoi. » Parfois, on se dit juste « Bon, finalement, ça ne manque pas, hein, l'autre manière. » Et presque, c'est mieux maintenant. Il y a des gens qui ont même hâte du changement suivant, je vous disais. Donc, quand est-ce que vous saurez, vous, que vous avez abouti dans votre processus de changement? C'est quoi l'objectif que vous voulez atteindre? Qui fait que vous vous dites, ça y est, go, je vais passer ce cap-là. Vous voyez la succession des phases, je vous le dis, elle n'est pas... Il y a des phases qui vont très rapidement, puis des phases qui peuvent être très lentes. Il n'y a rien qui est défini dans un changement. Chez personne. Même chez un même individu. Moi, j'ai vécu plein de changements et transitions dans ma vie. Il y en a que j'ai fait très rapidement, il y en a, ça m'a pris beaucoup de temps. Parfois, on peut avoir des phases de déni très longues, puis après, résistance, exploration, changement très rapide. Ou l'inverse. Il n'y a pas une règle. C'est pas tant de temps ça, tant de temps ça, tant de temps ça, tant de temps ça. Il n'y a rien qui est séquentiel. Et puis, soyez bien conscients que toutes les phases vont exister. Parfois, il y a des gens qui, par exemple, veulent éviter la phase de résistance. Ils ne veulent pas être en colère, ils se disent que c'est pas bien. Il ne faut pas être dans cette phase de dire « Oh là là, mon Dieu, c'était mieux avant », etc. Mais ça existera pareil. Si vous refusez cette phase et que vous vous dites tout de suite « Je vais aller en mode solution », ça ne marchera pas. Dans la phase de résistance, je vous dis, il y a toute la phase d'acceptation, il y a toute la phase de deuil, il y a toute la phase où on pleure ce qu'on avait avant, on a besoin de ça pour pouvoir se propulser. Un jour, j'ai accompagné une femme qui avait vécu un changement qui était subi. Quelque chose d'un peu difficile, il s'avère qu'elle a un petit problème de santé, elle part se faire opérer. En fait, le chirurgien commet une erreur, du coup, elle chope une pathologie supplémentaire. Elle doit être réopérée et suite à tout ça, elle devient inapte à son poste de travail. L'entreprise, le temps qu'elle se remette, lui propose un emploi temporaire
Mais rapidement, ils sont bien évidemment obligés de la licencier, ils n'ont pas de poste pour elle et elle ne peut plus occuper son poste de travail. Elle est inapte. C'est dur, hein? T'allais très bien, t'as un petit problème de santé, qui aurait dû rien aller, il y a quelqu'un qui a fait une erreur, tu perds ton job. Il s'avère que cette entreprise était quand même bienveillante et a choisi de lui offrir un outplacement individuel. Moi, c'est dans ce cadre-là que je rencontre cette personne. Je suis chargée de l'aider à retrouver un emploi. Bon, le déni, c'était déjà passé, hein. Elle s'était fait virer, elle avait quand même bien compris que le changement était là. Mais la phase de résistance, ça, on l'a vécu. Et elle braillait, et elle était en colère, et ça allait pas. Et elle voit pas pourquoi elle s'était fait licencier. Et c'était quand même pas juste. Et bla, et bla, et bla. Puis à un moment, il y a un truc qui s'est passé. Elle a commencé à explorer des nouvelles choses, elle a commencé à imaginer de nouvelles opportunités. Tout d'un coup, elle a commencé à passer à l'action, elle a eu des entretiens, etc. Puis elle a trouvé un job super qui lui plaît énormément. Et puis nous, on fait une petite fête pour célébrer tout ça. Puis on lui dit, bah, bravo, écoute, t'as mis 6 mois à trouver du travail, c'est génial. Elle nous dit, ah, non, oh, j'ai pas mis 6 mois à trouver du travail, j'ai mis 2 mois. Pendant 4 mois, j'ai braillé. Et c'était vrai. Pendant 4 mois, elle était en résistance. Puis quand elle est sortie de ça, elle a explosé, puis en 2 mois, elle trouve un job. Il n'y a pas de règle voulue. Mais elle avait besoin de ce temps-là pour faire son deuil, pour accepter qu'elle pouvait faire autre chose. Puis qu'il y avait même des opportunités incroyables. Parce que je vous le dis, elle était tellement contente du job qu'elle avait trouvé a posteriori, qui était en lien avec ses valeurs, avec ce qu'elle avait envie, etc. Elle disait même, c'est dingue, presque je devrais leur dire merci, quoi. Presque, hein, on est d'accord. Où est-ce que vous pensez, vous, que vous vous situez actuellement face à la situation que vous avez pu choisir dans les différentes phases? Est-ce que vous êtes en phase de déni, de résistance? Un peu dans les deux? Est-ce que finalement vous êtes en train d'explorer? Parfois les choses, elles sont... Tu sais, ça fait comme une courbe, on va dire. Parfois, on slalome un peu, mais globalement, c'est à peu près ce processus. Où est-ce que vous pensez en être? On va parler un petit peu du temps. Parce que effectivement, la notion de temps, elle est importante à l'intérieur de ça, et faire évoluer, et je vous amène à vouloir faire évoluer vos comportements réflexes. Vous l'avez compris, le temps, c'est vraiment une notion importante dans le processus de changement. Et je veux vous montrer effectivement que on a tous des comportements réflexes qu'on peut réussir à transformer. Plus on va cheminer rapidement dans ces phases, plus on va en prendre conscience, plus on va pouvoir s'élever un petit peu, cesser de réagir à toutes les situations en choisissant d'agir. C'est pour ça que ce niveau de connaissance et d'information, il est aussi nécessaire, parce qu'il nous aide à devenir plus tangible, et peut-être à voir comment on peut transformer des comportements réflexes en d'autres. Parce qu'un changement, c'est ça. On est dans des routines, des habitudes, finalement, des mouvements et des comportements réflexes auxquels on est habitué. Mais on peut les transformer, en fait. Oui, c'est pas simple, mais ça existe. Et il y a vraiment cette notion de temporalité, quoi. Donc, je vous ai mis un petit graphe à nouveau qui montre ça, qui explique ça, pour voir comment s'instaurent des nouveaux comportements dans une situation de vie, en fait. Donc, vous verrez dans ce graphe, vous avez une ligne de temps, qui est la phase d'équilibre initiale, pour aller jusqu'à la situation finale. Au début, en fait, dans cette phase initiale, on est dans une situation de stabilité, et on fait à peu près toujours la même chose pour réussir davantage. Puis ça fonctionne. On est dans ce comportement réflexe-là. Puis, les changements professionnels arrivent. Là, on va être dans cette phase de séparation. En fait, on rentre dans la transition. Il y a cette phase de séparation, il y a dysfonctionnement en fait. Parce que les changements arrivent, ça devient dysfonctionnel. Si on fait plus de la même chose, on réussit moins en fait. On est dans un comportement réactif. En fait, on est toujours ancré dans nos comportements réflexes. Donc, on continue à agir de cette manière-là, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. Ce qu'on vous dit, hein, même action, même résultat. Du coup, il y a une phase de confusion. Dans la phase de confusion, on comprend qu'il faut faire autrement, mais on ne sait pas trop bien comment faire. Comment il y a du stress, on perd nos repères, on ne sait plus trop. C'est là qu'arrivent toutes nos phases de transition, d'exploration, etc. Puis il y a cette phase de renaissance.
où là, on est plutôt dans notre phase d'engagement également. Là, c'est le renouveau, les nouvelles pistes pour agir différemment. Et là, en fait, on va avoir un comportement proactif. Par rapport à nos comportements réflexes du début, qui étaient bien mis en place, bien rodés, qu'on a nos comportements réactifs parce qu'on veut répéter la même chose, il y a un moment où on va avoir des comportements proactifs. On va commencer à mettre en place de nouveaux comportements dans nos vies, de nouvelles actions, de nouvelles façons de fonctionner. Puis à un moment, en continuant de répéter ça, on va arriver sur une phase d'optimisation. On va avoir après à faire autrement et à réussir à nouveau. Et là, c'est à nouveau. Le comportement proactif va devenir notre nouveau comportement réflexe. C'est comme ça, en fait, qu'on passe d'une habitude quelque part à une autre. Et contrairement aux idées reçues, ça ne se fait pas en 28 jours. On voit ça beaucoup dans la presse, dans les documents, dans plein de trucs. On vous dit, ah, une habitude, c'est simple, ça change en 28 jours. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Je sais que ça a été largement véhiculé, mais la plupart des auteurs un peu sérieux s'accordent à dire que ce n'est pas la réalité. C'est un peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas de règles pour tout un chacun. Il y a des habitudes et des comportements réflexes qu'on peut changer plus rapidement que d'autres. Mais en fait, ce que vous comprenez finalement dans le processus que je vous explique, c'est que si on veut changer un comportement, ben, en fait, ça va prendre un certain temps. Et ce temps est différent pour chacun. Ça va demander de l'engagement, ça va demander de la répétition. Mais si vous avez choisi ce nouveau comportement, que vous faites preuve de persévérance, que vous faites preuve de ténacité, que vous répétez indéfiniment les choses, ça va s'ancrer dans votre mémoire intellectuelle, puis petit à petit, ça va s'ancrer dans votre mémoire corporelle. Tu sais, prenons un exemple très simple. Le code de carte bleue. Je suis sûre que tout le monde a, ou de smartphone, peu importe. Tout le monde a un code. Ce code, si on vous le demande, il y a des fois, vous ne savez pas le donner. Mais par contre, vous savez le taper. Parce que la plupart du temps, vous le tapez en fait. Donc vous avez une mémoire corporelle. Puis il arrive des moments dans la vie où vous devez changer de carte bleue et de code. Puis au début, c'est la galère. C'est hyper dur de le retenir. Parce que c'est pas ancré dans votre comportement mémoriel, ni dans votre comportement, dans votre mémoire corporelle. Puis ça, en fonction des uns et des autres, ça prend plus ou moins de temps. Observez juste comment ça fonctionne sur ce petit point chez vous, par exemple. Ça vous donnera déjà un petit indicateur. Mais en gros, ce que vous comprenez, c'est qu'un réflexe, une habitude, ça ne disparaît pas. On en met une autre en place, à la place. S'il y a des habitudes dans votre vie qui vous dérangent, des comportements qui vous dérangent et que vous voulez changer vis-à-vis de ça, la meilleure chose à faire, c'est par quoi je veux le remplacer. On n'aime pas le vide. Donc si vous ne mettez rien à la place, il y a de bonnes chances que le comportement réflexe continue. Surtout s'il n'y a pas d'éléments extérieurs qui le perturbent. Donc pour conclure, mieux vivre le changement, c'est accepter de changer. C'est se dire qu'on ne sait peut-être pas où ça nous mène, mais que ça va nous mener quelque part. Puis qu'on peut veiller à ce que ce quelque part soit une bonne chose pour nous. C'est accepter aussi de travailler, de traverser des périodes de troubles et de difficultés. Parce que oui, il n'y a aucun changement qui n'est pas un peu chaotique, qui n'est pas un peu souffrant, qui n'est pas un peu difficile, ou beaucoup d'ailleurs au demeurant. C'est aussi accepter de nouvelles idées, parfois chaotiques, parfois farfelues, parfois improbables. Mais accepter de vous ouvrir à la nouveauté. Et c'est évidemment passer à l'action pour agir à partir de votre nouvelle réalité. Et c'est ça qui peut tout changer. Le processus de changement, c'est un cycle. Il y a 4 étapes. Plus vous les respectez, plus vous cheminez avec, moins vous allez subir les changements et plus vous allez en devenir acteur et plus ça va être simple dans votre vie de vous construire à partir de ça. Puis vraiment, chaque changement a un pouvoir créateur extraordinaire. Moi, je vois tous les changements que j'ai vécus dans ma vie et ça m'a permis de nouvelles opportunités, ça m'a permis de développer de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, de nouveaux soft skills aussi. Parce qu'on gère mieux son stress, parce qu'on gagne confiance en soi, parce qu'on devient plus créatif, parce qu'on découvre de nouvelles personnes, on gère mieux nos relations, etc., etc., etc. Donc vraiment, je vous invite, si vous le faisiez, à cesser de fuir les changements,
à ne pas nécessairement chercher à les éviter. Mais en tout cas, quand ils sont là, embrassez-les, puis traversez ça, parce que vous savez que parfois c'est un pouvoir créateur extraordinaire. Je vous souhaite le meilleur avec tout ça et je vous dis au plaisir sur Bigger.